Bigfoot, cet être élusif et mystérieux qui, selon certains experts, vivrait profondément dans nos forêts. Cette série vidéo vous propose une vision alternative, une perspective différente sur le phénomène du Bigfoot. Une perspective qui vous demande certainement d'avoir l'esprit ouvert. Si vous n'avez pas encore regardé ma première vidéo sur le sujet, je vous conseille fortement de le faire. Cela va vous mettre à jour. Pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, je continue ma théorie sur le fait que les observations de Bigfoot et la haute étrangeté ne font qu'un. Associer Bigfoot avec des fées, des fantômes, des sorcières ou des extraterrestres, ça nous semble vraiment invraisemblable. Pourtant, plusieurs observations de Bigfoot, plusieurs témoignages nous démontrent le contraire. Vers 9h le soir, le 25 octobre 1973, juste à l'extérieur de Uniontown en Pennsylvanie, George Kowalski et sa femme se dirigent vers la ferme de ses parents. Quand ceux-ci vont apercevoir une énorme boule orange qui se déplace tranquillement dans le ciel. La boule va avoir la taille d'une grange. Le couple va s'arrêter sur le bord de la route pour observer la dite boule orange se déplacer tranquillement. Puis ils vont reprendre leur chemin et vont continuer leur route vers la ferme des parents de George. Une fois arrivés à destination, plusieurs membres de la famille vont regarder la boule orange tranquillement atterrir sur les terres de la famille à George. Lorsque la boule se déplaçait dans les airs, George va dire qu'elle émettait un genre de bruit de turbine. George va aussi dire qu'il entendait comme un bruit de bébé qui pleure ou de femme ou d'enfant qui crie. Ce qui va faire peur à George. George va donc décider d'aller voir ce que c'est. Au passage, il va prendre un fusil à son père ainsi que quelques munitions, dont des balles traçantes. Ses deux neveux, environ âgés de 12 ans, qui sont des jumeaux, ont aussi voulu l'accompagner. Lorsqu'ils vont finalement arriver là où l'objet a atterri, George va dire que l'objet n'émet plus de lumière orange, mais que c'est rendu un dôme qui émet de la lumière blanche. Il va y avoir aussi une odeur de soufre, comme de caoutchouc brûlé qui est dans l'air. Puis quelques instants après, un des jumeaux aperçoit quelque chose à environ 30 mètres de là qui se tient sur le bord de la clôture. George va se retourner et va observer une créature énorme. George va décrire la créature comme étant poilue et mesurant plus de 2 mètres de haut. Il va aussi dire que ses bras étaient tellement longs qu'ils dépassaient ses genoux. Il va raconter que lorsque la créature se déplaçait, elle faisait comme un mouvement saccadé, robotique et au ralenti. George a bien observé la créature qui suivait la clôture de poteau en poteau et à chaque fois qu'elle arrivait à un poteau, elle émettait un son. Il se demandait pourquoi, puis il a réalisé qu'il y avait une deuxième créature derrière la première. Et à chaque fois que la première émettait un son, la deuxième avançait elle aussi de poteau en poteau. Après avoir observé les créatures, un des jumeaux était en panique et en terreur totale. Il s'est mis à courir vers la ferme, tandis que le deuxième, lui, s'est accroché à George et lui a demandé de tirer les créatures. George s'est donc empressé de tirer une première balle traçante qui a passé au-dessus des deux créatures. George a pris le temps de bien observer les créatures et la première s'est retournée vers George et l'a dévisagé. George s'est donc empressé de prendre une deuxième balle traçante et a tiré encore une fois en direction des créatures. La première créature a touché à la deuxième qui était derrière elle et le dôme lumineux s'est complètement volatilisé. On pouvait encore voir la lueur du dôme par terre, mais le dôme lui-même était disparu. George s'est empressé de prendre une troisième balle et de tirer en direction des créatures. Cette fois-ci, c'était une vraie balle. Celle-ci a atteint le poteau de la clôture juste à côté d'eux. George a pris donc 2 autres balles et les a insérées dans son fusil. C'était encore des vraies balles. Il a tiré et cette fois-ci, il a atteint les 2 créatures. Et, chose bizarre, le bruit que les balles ont fait lorsqu'ils ont atteint les créatures, c'était comme si les balles avaient frappé de l'eau. Les 2 créatures se sont retournées et ont observé George et le jumeau qui restait. Et George lui aussi a pu observer les créatures. Il a remarqué que les yeux étaient verts, qu'ils scintillaient verts. Puis, les 2 créatures se sont mis à marcher en direction du bois, à l'opposé d'où était le dôme qui avait disparu.
Et George et son neveu se sont eux aussi mis à courir dans la direction opposée pour rejoindre la ferme. George contacte immédiatement les autorités qui se déplacent immédiatement et arrivent sur place. Les State Troopers peuvent même voir encore au sol la lueur blanche que le dôme a laissée. Les autorités, elles, vont être perplexes, mais elles vont appeler Stan Gordon. Stan Gordon étant un enquêteur ufologique depuis 1965 qu'il enquête sur des observations d'OVNI. Celui-ci va débarquer dans l'heure qui suit avec une petite équipe d'enquêteurs. Les enquêteurs seront spécialisés, il va y avoir des anciens militaires, des officiers, des gens sceptiques, des physiciens aussi sceptiques, et eux vont être peut-être témoins de quelque chose d'aussi étrange qu'une observation d'OVNI. Pendant que Gordon et son équipe s'affairaient à prendre des mesures de radioactivité là où le dôme avait atterri, George et son père, eux, ont aperçu une lumière verte émanant de la maison familiale. Les deux intrigués sont partis vers la maison voir ce qui se passait. Ils ont inspecté la maison de fond en comble, mais ils n'ont absolument rien trouvé d'anormal. Ils ont donc décidé de retourner dans le champ voir Gordon et son équipe. Une fois retourné au champ, un des membres de l'équipe de Gordon va s'approcher de George pour l'interviewer, pour lui demander un peu plus de détails sur les déroulements des événements de la soirée. Lorsque George va se tenir la tête de douleur, il va presque perdre connaissance, alors le père de George et l'enquêteur qui était juste à côté de lui vont le tenir. Mais George va les repousser avec une force surhumaine. Il va s'écrouler au sol et va se mettre à hurler. Le cri de George sera guttural. Aucun être humain peut émettre ce genre de cri. Puis George va se tenir la tête encore. Il va dire qu'une des créatures de la veille n'est pas loin et qu'elle essaie d'entrer dans sa tête. Elle essaie d'entrer dans son esprit. Et là, George va commencer à agir comme une vraie bête sauvage, à attaquer tout autour de lui. Le chien de George, qui est pas très loin, ne reconnaîtra même pas George. Il va l'attaquer. Et George va l'attaquer lui aussi en retour. Et son chien va se sauver en hurlant et en pleurant. Lors de sa possession, George a eu des visions apocalyptiques de la Terre. Et a aussi aperçu une entité noire avec un chapeau noir qui donne un avertissement que si les humains continuent de polluer la Terre comme ça, eh bien c'est ce qui les attend. Puis George va sembler revenir à lui tranquillement. Et au même moment, il va y avoir une odeur de soufre qui va se répandre dans l'air. Même que certains membres de l'équipe de Gordon vont se sentir mal. Certains vont presque perdre connaissance, d'autres vont s'étendre et vont se tenir la tête. Malheureusement, ces événements vont affecter George de façon physique, mais surtout psychologique, et ce, pour le restant de ses jours. George va aussi développer des pouvoirs de prémonition. George va faire des rêves prémonitoires qui vont s'avérer vrais et qui vont le hanter pour le restant de ses jours. L'enquêteur Gordon a longtemps été en communication avec George. Un jour, Gordon a demandé à George s'il accepterait de se faire hypnotiser. George semblait surpris par la question et a répondu à Gordon « Me faire hypnotiser, pourquoi? Vous m'avez déjà hypnotisé. » Et là, Gordon, lui, semblait surpris. Il s'est avéré que quelques jours après l'incident, un homme habillé en noir, oui, un homme en noir, et un autre homme habillé avec un uniforme de l'Air Force américain sont débarqués chez George pour lui poser des questions. Ils ont montré à George des photos d'OVNI et de Bigfoot. George a été très impressionné par une des photos de Bigfoot. Ils vont aussi lui demander si la créature qu'il a aperçue dans le champ ressemble à celle sur la photo. Ils vont aussi demander à George s'il accepterait de se faire hypnotiser. Celui-ci a dit oui. Une fois que tout a été terminé, ils ont dit à George qu'ils allaient entendre parler d'eux sous peu. Mais George n'a jamais entendu parler d'eux après cette rencontre et George a toujours pensé que c'était les hommes de Gordon, ce qui n'était pas le cas. Tout comme dans ma première vidéo, le témoignage que vous venez d'entendre et tous les autres qui vont suivre, toutes les observations que vous allez entendre aujourd'hui proviennent des deux livres que j'ai lus pour faire cette vidéo, c'est-à-dire Where the Footprints End, volume 1 et volume 2. Les deux volumes sont disponibles sur Amazon. Par contre, ils sont seulement en anglais. Pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez les acheter, mais il faut tenir ça en compte, c'est seulement en anglais. Encore une fois, en Pennsylvanie, le 27 septembre 1973, encore une fois en 1973, deux adolescentes vont observer un Bigfoot qui court dans la forêt et qui tient dans ses mains une orbe. Elles vont courir à la résidence d'une d'entre elles et celle-ci va avertir son père. Étant donné que l'observation s'est produite sur ses terres, le père, lui, va s'aventurer dans les bois, là où les adolescentes ont dit avoir vu le Bigfoot. Le père va rester plus d'1 heure à l'intérieur des bois.
Pendant ce temps-là, les deux adolescentes vont observer un objet volant non identifié qui projette un faisceau de lumière qui flotte au-dessus de l'endroit où ils ont vu le Bigfoot et où ils ont vu leur père pour la dernière fois. Après l'incident, 2 enquêteurs sont venus voir le père. Le père, lui, a nié catégoriquement d'être resté 1 heure dans les bois. En fait, il nie complètement d'être sorti de sa maison. Pourtant, les 2 adolescentes, dont sa fille, l'ont bien observé aller dans les bois. Et lorsque les enquêteurs ont voulu aller dans les bois, celui-ci a refusé aussi catégoriquement qu'il s'aventure dans les bois. Il a aussi dit que certaines choses ne devraient pas être discutées. Du missing time, du temps manquant, c'est vraiment une caractéristique qui revient souvent lors d'enlèvements par des extraterrestres, lors d'enlèvements par des ovnis. Ce qui est intéressant, c'est que dans une majeure partie des histoires folkloriques, les fées ou tout ce qui appartient au monde des fées, les elfes, les nains, les trolls, les gnomes, etc., eh bien, sont souvent porteurs de lanternes dans le noir, dans la forêt. Et on va souvent voir Bigfoot se promener tenant une orbe lumineuse, comme dans la dernière histoire. En 1982, dans le Maryland, Willard McIntyre a aperçu un Bigfoot dans la forêt. Il s'est empressé de tirer sur la créature. Celle-ci, au lieu d'être blessée, s'est retournée et a frappé Willard avec une boule de lumière dans ses mains, une orbe. Je sais que c'est difficile de réconcilier Bigfoot et fées comme étant le même phénomène. Les observations modernes de fées, les témoins vont décrire des petits êtres qui vont être capables de se cacher facilement dans une fleur, tandis que les Bigfoot sont connus pour être des êtres géants de 2 à 3 mètres de haut. Certainement, il y a des variations, mais généralement, un Bigfoot, c'est beaucoup plus grand qu'une fée. Mais semblerait-il que Bigfoot a la capacité de transformer son corps comme il le veut, c'est-à-dire qu'il peut le modifier autant en largeur qu'en hauteur. En 1979, en Malaisie, un témoin aurait aperçu un énorme Bigfoot rapetissé pour devenir tout petit, pas plus haut que quelques pouces. En 1982, en Pennsylvanie, encore une fois en Pennsylvanie, oui, un homme qui se promenait en forêt va apercevoir une créature nauséabonde, poilue, délabrée. Celle-ci va l'observer et elle va se transformer devant lui. Elle va prendre quelques centimètres, mais surtout, elle va prendre de l'expansion, au moins 50 livres selon le témoin. En 1886, encore une fois en Pennsylvanie, juste à l'extérieur de la ville de Delta, un endroit qui était connu pour être hanté, Monsieur et Madame Cooper et quelques amis sortaient de l'église le soir et se dirigeaient vers leur résidence. Puis ils ont aperçu une petite créature, pas plus haut qu'un seau d'eau, mais celle-ci s'est levée debout et est devenue gigantesque, plus de 4 mètres de haut et 4 mètres de large. Au début, ils croyaient que c'était une farce, une plaisanterie, puisqu'on était vers la fin octobre. Ils ont commencé à lancer des pierres vers la créature, mais celle-ci s'est avancée. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que oui, cette créature était bien réelle et elle s'avançait vers eux. Ils ont pris la sage décision de ne pas sortir cette nuit-là et de ne pas rester sur les routes. Dans certains folklores germaniques, lorsqu'une entité appartenant au realm des fées était bannie de celui-ci, la créature était condamnée à errer sur la terre des hommes. Elle devait, par contre, se changer soit en coléoptère, soit en crapaud, soit en serpent, en loup ou en singe. Là où il y a des chemins hantés, il y a des observations de Bigfoot. On dirait que l'un ne va pas sans l'autre. Même chose pour la fameuse femme en blanc. La femme en blanc qui est aperçue partout à travers le monde et qui est souvent justement dans un endroit hanté. Mais là où il y a la femme en blanc, il y a aussi des observations de Bigfoot. La femme en blanc est souvent aperçue aux mêmes endroits que les observations de Bigfoot ou de Dogman, c'est-à-dire sur le bord de la route, dans les cimetières et même sur des champs de bataille. Dans la plupart des cultures amérindiennes, lorsque l'on apercevait Bigfoot, c'était un mauvais présage, un signe de malheur. Même chose pour la femme en blanc. La femme en blanc, lorsqu'elle est aperçue, on dit que c'est un signe de malheur, qu'il va se passer quelque chose de grave dans notre vie. Le concept que Bigfoot est autre chose qu'un être de chair et de sang est loin d'être nouveau.
Un peu comme pour la Dame en blanche, les tribus des Premières Nations pensaient que le Bigfoot se tenait entre le realm des vivants et celui des morts. Certaines nations croyaient que c'était un démon géant poilu cannibale qui était ici pour se débarrasser des morts. D'autres croyaient que c'étaient les âmes des victimes de noyades, autant sur la terre que sur la mer, et que lorsqu'on entendait leur voix ou leurs cris, cela nous portait malheur. D'autres nations croyaient qu'il était un géant poilu qui dirigeait les âmes de tous les animaux et qui chevauchait un chevreuil géant. Ou d'autres encore croyaient que c'était un géant poilu démoniaque qui tuait tous les gens qui se retournaient et regardaient en arrière. Que ce soit un être de chair ou de sang appartenant à notre monde, ou que ce soit un être spirituel appartenant à celui des morts, on dirait bien que Bigfoot a la capacité de voyager de réalité en réalité comme bon lui semble. C'est peut-être pour ça que plusieurs témoins ont dit avoir vu Bigfoot disparaître devant eux. En l'an 2000, en Oregon, 2 cousins vont apercevoir dans les montagnes un homme de Néandertal gigantesque poilu qui dégage une odeur nauséabonde. Ils vont dire que l'homme s'est fait envelopper par une genre de vague de chaleur, puis a disparu devant eux. En 1995, dans l'État de Washington, Evan Knous va apercevoir un Bigfoot en forêt. Le problème, c'est que le Bigfoot va sembler être complètement embrouillé ou hors focus, tandis que tout autour de lui est normal. Evan va se dépêcher de rejoindre sa voiture et de quitter l'endroit immédiatement. Dans d'autres instances, ça va être seulement des parties du corps de Bigfoot qui vont être aperçues, qui vont être embrouillées ou complètement hors focus. Comme un homme qui va apercevoir Bigfoot, mais il ne pourra pas réussir à voir son visage puisque celui-ci va être embrouillé. En 2002, en Pennsylvanie, le chercheur Rick Fisher, qui conduisait sa voiture vers la ville de Marietta, va apercevoir un Bigfoot sur la route qui va sauter par-dessus sa voiture. Lorsque celui-ci va le regarder, le Bigfoot va tout simplement disparaître. Vous savez, même des cas très connus d'observation de Bigfoot, comme celui du Ape Canyon de 1924, c'est un des cas les plus connus en Amérique du Nord, eh bien, on va omettre des détails qui sont importants, mais qui ne s'alignent pas avec l'hypothèse que Bigfoot serait seulement un être de chair et de sang. Je vais faire ici un résumé de l'attaque de 1924 de Ape Canyon. Par contre, je vais ajouter les détails qui sont souvent mis à part parce qu'ils sont trop paranormaux. Si vous voulez voir par contre l'histoire dans son intégralité, je vous suggère fortement d'aller voir la chaîne de Alco. Celui-ci a fait une vidéo justement sur le Ape Canyon et il la raconte dans son intégralité classique. Et en même temps, vous pouvez vous abonner si vous aimez sa chaîne. En 1924, dans l'État de Washington, à quelques kilomètres du mont Sainte-Hélène, 5 prospecteurs d'or vont trouver une mine et ils vont la réclamer. Ceux-ci vont construire une cabane juste à côté de la mine, une cabane sans fenêtre dans laquelle ils vont pouvoir y dormir la nuit. Ils vont entendre des sifflements qui semblent se répondre dans la forêt. Ils vont aussi trouver des empreintes de pas. Mais ceux-ci vont mesurer plus de 45 cm autour de leur cabine, près des ruisseaux. Un soir, 2 des prospecteurs, Fred et Hank, vont aller à la rivière pour cueillir de l'eau. Mais ils vont apercevoir en même temps, à plus de 50 mètres d'eux, une créature géante, un singe géant poilu qui les observe. Les hommes vont tirer 3 coups en la direction de la créature, mais ne l'atteindront pas. La créature va disparaître dans les bois et eux vont retourner à leur cabane. Le soir même, vers minuit, les 5 prospecteurs qui dormaient se font subitement réveiller par une attaque. La cabane se fait attaquer par au moins 3 créatures ressemblant à des singes géants. Et c'est le début de la fameuse attaque de Ape Canyon. Cette nuit-là, les 5 hommes vont se faire attaquer par vagues par les créatures. Les créatures vont monter sur le toit de la cabane, ils vont donner des coups sur les côtés, ils vont lancer des roches dessus. En revanche, les hommes, eux, vont tirer des coups de fusil à travers les trous de la cabane et à travers le toit lorsque les créatures vont monter sur celle-ci. Lorsque le matin arrive et que les créatures semblent être parties, les hommes vont finalement sortir terrifiés de la cabane. Et en sortant, ils vont apercevoir une des créatures sur une falaise. Ils vont tirer dans sa direction, ils vont l'atteindre. La créature va tomber en bas du ravin et va sembler être morte. Les hommes vont partir en laissant tout leur équipement de minage sur place, même si ça vaut des centaines de dollars, tellement ils sont terrifiés. Et ils vont se jurer de ne pas raconter cette histoire. Mais bien évidemment, dès que l'opportunité arrive, un des mineurs va raconter l'histoire et ça va éclater au grand jour et ce sera publié dans les journaux. Voilà, vous venez d'entendre la version classique en résumé de l'attaque de Ape Canyon. Maintenant, je vais ajouter les détails qui sont un peu plus étranges et bizarres, qui sont souvent omis de l'histoire. Pendant que les 5 prospecteurs cherchaient une mine à réclamer pour eux-mêmes en forêt, ils auraient eu une vision d'un esprit amérindien qui serait venu les voir.
Celui-ci leur aurait dit qu'une flèche blanche leur apparaîtrait. Ils ont décidé de suivre les indications de l'esprit amérindien et ils ont découvert une flèche blanche qui les a menés à leur mine d'or qu'ils ont réclamée pour eux-mêmes. L'esprit amérindien ne sera pas la seule entité qu'ils vont voir. Les mineurs vont dire avoir rencontré une entité féminine en forêt. Ils vont dire que sa présence était réconfortante. Ils ne vont jamais décrire l'entité. Par contre, ils vont nommer leur mine en son honneur, Vander White. Aurait-il rencontré une femme en blanc? Un jour, Fred, un des mineurs, aurait eu besoin de son crayon pour écrire des informations. Malheureusement, en le cherchant, il s'est rappelé qu'il l'avait oublié à sa maison qui se situe à plus de 100 km de la mine. Mais, en pensant à son crayon, celui-ci serait tout simplement apparu dans ses mains. Il y a aussi les fameuses empreintes que les prospecteurs auraient trouvées près de leur cabane pendant qu'ils cherchaient leur mine. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est que les empreintes qu'ils ont trouvées sont des empreintes solitaires. 2 belles empreintes au beau milieu d'un banc de sable près d'un ruisseau. Même les prospecteurs n'auront aucune explication comment c'est possible. Peu importe la créature qui a fait ces empreintes, elle aurait dû laisser des traces des empreintes qui suivent celle-ci, mais non. Les 2 empreintes sont en plein milieu de nulle part. Une autre chose étrange qui s'est produite mais qui n'a jamais été rapportée est que peu importe où les prospecteurs se dirigeaient, peu importe où ils allaient, ils étaient suivis d'un bruit étrange, une genre de vibration qui semblait émaner de sous la terre. Et si vous vous souvenez de mon premier épisode sur le Skinwalker Ranch, les Sherman sont victimes du même phénomène. Ils entendent comme un train passer sous leur ranch, ils vont sentir des vibrations, ils vont entendre des bruits, mais sous le ranch, il n'y a absolument rien. Aujourd'hui, des attaques de Bigfoot sur des chalets ou sur des cabanes en forêt, c'est beaucoup plus rare. Pourtant, ça se produit encore. Dans le nord de l'Ontario, au lac Snellgrove, Doug va se faire réveiller en pleine nuit par des cris provenant de l'extérieur du chalet où il reste avec 2 de ses amis. Il va aussi entendre des roches qui vont frapper les flancs du chalet et le toit du chalet, et aussi des coups sur le côté du chalet. Doug va s'étonner que ses 2 amis ne se réveillent pas, et pourtant, avec tout le vacarme, ils auraient dû se réveiller. Il va même sentir le chalet vibrer, comme si quelque chose essayait de renverser le chalet. Il va regarder au sol, il va voir les planches au sol se tordre. Doug va donc courir dans la chambre d'un de ses amis, il va tenter de le réveiller, il va le secouer, il va le frapper, mais celui-ci ne se réveillera pas. Il va donc aller voir son autre ami. Il va tenter lui aussi de le réveiller. Il va le secouer, il va le frapper. Il va dire qu'il l'a frappé tellement fort qu'il était sur le bord de laisser des séquelles. Mais son ami ne se réveille pas. Ses 2 amis dorment toujours. Puis, tout arrête. Plus rien, aucun son. Doug n'a jamais été capable de réveiller ses amis. Ils ne se sont pas réveillés jusqu'au lendemain. Et à ce jour, Doug se demande toujours pourquoi ses 2 amis ne se sont pas réveillés. Ça reste un mystère. Je pourrais parler encore longtemps des observations de Bigfoot et de sa corrélation avec la haute étrangeté, que ce soit avec des fées, des démons, des esprits, des lumières dans le ciel, des extraterrestres. Mais je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Si je vois qu'il y a de l'intérêt pour une 3e vidéo, je vais probablement faire une 3e partie. Hey, si vous êtes rendu jusqu'à la fin de la vidéo et que vous êtes abonné, merci beaucoup. Si vous êtes seulement de passage, merci beaucoup aussi. Et pour ceux qui sont rendus jusqu'à la fin, je voulais vous demander, est-ce que vous croyez encore que le phénomène de Bigfoot, c'est seulement un être de chair et de sang qui se cache dans nos forêts? Ou est-ce que maintenant, après toutes les observations et tous les témoignages que vous avez entendus, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose d'encore plus paranormal au phénomène de Bigfoot? Là où les empreintes s'arrêtent.